Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Inès Leonarduzzi, fondatrice de Digital for the Planet, une ONG dont le but est de promouvoir l'écologie numérique. Je ne sais pas si c'est un signe, mais j'ai réalisé par hasard que j'avais programmé cet épisode la même semaine que ma vidéo pour une Paris Fashion Week responsable. Une vidéo qui bien sûr est diffusée sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. C'est donc une drôle de coïncidence de parler aujourd'hui de pollution numérique. De nombreuses entreprises de mode durable ont uniquement une présence sur Internet et existent via un site de vente en ligne et sur Instagram. Alors je me suis demandé ce que ça représentait en termes de consommation d'énergie. À quel point notre activité numérique pollue-t-elle ? Et est-ce que c'est justifié de polluer pour servir ses engagements et défendre sur Internet une mode responsable, ou bien est-ce complètement contradictoire ? Inès répond à toutes ces questions et nous plonge aussi dans les coulisses de son livre « Réparer le futur, du numérique à l'écologie ». Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Inès. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour venir parler sur le podcast. Alors pour cette première question, qui est devenue un petit peu rituelle, que je pose à toutes mes invitées en introduction, c'est de revenir un petit peu sur ton enfance. Donc ta maman est d'origine algérienne et musulmane, ton papa italien, croate et chrétien, et donc tu as grandi en Normandie. Et je me demandais c'était comment de grandir dans une famille multiculturelle et surtout en quoi ça avait influencé peut-être les valeurs que tu portes aujourd'hui. Ça, c'était très enrichissant. La maison a toujours été un endroit ouvert à absolument tout le monde. Et c'est vrai qu'on recevait beaucoup de gens. Et chacun y venait avec ses rêves, ses croyances, mais ses problèmes aussi. Ça sert à ça, une maison, des amis. Et finalement, ça m'a apporté beaucoup de hauteur de vue. On ne s'est jamais posé la question de savoir si les autres étaient musulmans, chrétiens, juifs ou athées. En fait, la seule valeur qu'on regardait vraiment, mon petit frère, ma petite sœur et moi, c'était la gentillesse. Et c'est une valeur que maman nous a vraiment inculquée. Elle nous a éduqués sous le prisme de la gentillesse et c'était un peu tout ce qui comptait. C'est amusant de le dire comme ça. Mais c'est vrai, en fait, c'était pas du tout important. Le meilleur ami de maman se trouve être juif, et juif marocain. Et en fait, j'ai l'habitude de dire que c'est mon parrain. Et lui aussi dit qu'il est mon parrain. Donc quand je dis je suis musulmane, chrétienne et mon parrain est juif, il y a clairement un problème dans l'énoncé. mais ça fait toute la beauté. Et je trouve que ça en dit long sur notre famille. Qui était, oui, parfaitement éclectique. Et par ailleurs, ce que tu ne dis pas et ce qui rajoute à la légende, c'est que mon papa est parti quand j'avais à peu près j'avais 11 ans. Et j'ai été élevée par mon beau-père, qui lui est grec-arménien, qui est le papa de ma petite sœur. Et donc tout ça a rajouté en fait au multiculturalisme qui était à la maison. Mais pour autant, le multiculturalisme dont tu parles, pour moi, ne s'adresse pas que de manière religieuse finalement ou ethnique. Elle s'adresse aussi de manière sociale. Parce que mes parents se sont faits tout seuls. Mon père, lui, était un enfant de commerçant de province. Et ma mère était fille d'immigrés. Enfin, elle est toujours fille d'immigrés. Et elle s'est faite seule. Et c'est marrant parce que ils ont bien réussi. Et du coup, on avait cette espèce de... on passait l'été 2 semaines dans une maison à Port-Grimaud sur la Côte d'Azur et 2 semaines à Roubaix, à l'Almagar, chez ma tante, dans un HLM, à tenir le mur parfois parce que fallait qu'elle fasse son ménage et fallait qu'on reste dehors à jouer. Et puis avec tous les codes qui s'adressent dans les quartiers populaires.
Et je rentrais chez moi et j'allais et du coup en Normandie et je faisais de l'aviron. J'étais dans une école privée, mais après je retournais encore en vacances chez mes cousines. J'imagine que ça a un petit peu, ça a forgé aussi toutes les valeurs que tu portes aujourd'hui et que tu veux transmettre. Mon héritage familial a clairement dessiné la personne que je suis aujourd'hui. J'ai besoin de trouver des réponses sur le plan environnemental. Je viens de Normandie, tu l'as dit, là-bas j'ai grandi à la lisière d'une forêt en face d'une rivière, une rivière dans laquelle je me baignais aujourd'hui qui est presque à sec et même les bovins ne peuvent plus s'y abreuver parce qu'elle est complètement contaminée par la Cosmétique Valley qui est un peu plus haut vers Rouen. Et en fait, tous les déchets pharmaceutiques sont déversés dans ces rivières. On n'en parle pas, mais moi je le sais. Et les gens qui vivent au bord de ces rivages le savent aussi, comme les agriculteurs par exemple, aux premières loges. Donc oui, évidemment, et puis ce besoin de vivre ensemble, moi viens, on s'en fiche en fait que tu sois différent, que tu manges différemment et que tu t'habilles différemment. Je suis assez atterrée, moi, par le fait qu'on puisse empêcher des femmes, par exemple, de s'habiller comme elles veulent. Tout ça pour essayer de les libérer d'un état d'esprit dont en fait on reproduit le comportement parce que c'est exactement ça le propos, c'est de dire aux femmes comment elles doivent s'habiller. Moi, ça me dépasse. Ouais, on est d'accord. Et quand je t'ai écrit pour t'inviter sur le podcast, tu m'as rappelé que tu avais commencé ta carrière dans des grands groupes LVMH, Kering notamment. C'était entre 2011 et 2014, il me semble, si je dis pas de bêtises. Où en était la réflexion écologique à cette époque-là dans ces groupes ? Alors, déjà, rappelons que LVMH et Kering sont deux groupes structurellement différents, qui n'avancent pas de la même manière sur tous les plans. Ils sont structurellement différents. La réflexion écologique, elle était déjà initiée chez Kering. Chez LVMH, je sais qu'on était plusieurs voix dissidentes à en parler, mais c'était compliqué de faire remonter ça tout en haut. C'était tellement pharaonique, il y avait tellement de... LVMH, c'est une vraie pieuvre, en fait. Il y a tellement de canaux, il y a tellement de voix, il y a tellement de personnes qui ont des postes qui se ressemblent, mais qui ne sont pas les mêmes porte-parole et qui n'ont pas les mêmes pouvoirs informels. C'est pas du tout évident de faire remonter ces genres de choses. Donc, quand tu en parlais, ça restait vraiment dans une espèce d'entre-soi de personnes qui se sentaient concernées. Mais puisque c'était pas du tout à l'ordre du jour politique, ni même culturel dans l'opinion publique, l'écologie, c'était quelque chose pour les hippies, pour les personnes qui portaient des pantalons velours et qui achetaient déjà leurs graines à l'unité beaucoup trop cher dans des petites boutiques de quartier bobo. Et en fait, on était complètement dans une vision encore une fois, très réductrice de ce qu'était l'écologie. On se rendait pas compte qu'on allait tout droit vers un mur et qu'il fallait absolument trouver une réponse tous ensemble. Parce que trouver une réponse tout seul, c'est très facile. Chez Kering, on avait déjà des personnes qui en parlaient, qui voulaient, mais encore toujours, c'est le problème, et c'est pas propre à ces deux entreprises, c'est propre à tous les grands paquebots économiques, finalement, c'est qu'on a une lenteur de processus décisionnel qui fait que pour les personnes impatientes comme moi, c'est vite frustrant. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'envoler toute seule. Ouais. Ah, mais je comprends. Et dans quelle mesure la transition écologique passera par ces gros groupes ? Parce qu'il y a plein de discours et de discours différents en disant les consommatrices et les consommateurs ont un pouvoir énorme sur cette transition écologique, sur faire changer les entreprises, pousser nos politiques à agir. Je suis d'accord et en même temps, je trouve que le fardeau de la transition écologique repose beaucoup sur les épaules des consommatrices et des consommateurs. Et donc, je me demandais un peu quel était ton avis sur cette question et dans quelle mesure ça va passer aussi par ces gros groupes-là, quoi, qui ont le plus gros impact. Alors, c'est vrai ce que tu dis et il y a beaucoup de choses dans ta question. Oui, pardon, elle est un peu Non, mais c'est large. très bien parce que du coup, ça nous permet d'aborder plusieurs points. Enfin, il y a plein de pop-up qui se sont ouverts comme ça quand je parle comme un ordinateur. D'abord, il faut rappeler que les structures qui ont le plus fait bouger les choses, le statu quo sur le plan écologique, ce sont d'abord les structures associatives, les ONG, les associations, qui sont en fait le parfait relais entre les citoyens et les instances décisionnelles, donc les gouvernements, les grandes entreprises. Une fois qu'on a dit ça, il faut rappeler aussi que les entreprises sont un reflet social.
Elle donne le là sur le plan culturel. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, les salariés d'une même entreprise sont surtout une communauté qui répondent au même code, et ça déteint sur le reste du monde. Regardons Google, comme Google est devenu une sorte de secte, et en fait, on a tous envie de ressembler à Google. Quand on voit les photos des startups défiler sur LinkedIn, on voit des Google Beasts. Donc, les entreprises sont des reflets sociaux. On ramène ce qu'on est dans l'entreprise chez nous, et c'est en ça qu'elles ont un rôle énorme. D'abord par leur puissance financière, parce qu'elles peuvent aider, par exemple, ces associations, ces ONG, financièrement à dérouler des plans d'action concrets qui ont de l'impact. Ensuite, sur le plan culturel, parce que quand on infuse une culture de l'autre, une culture de l'ouverture, une culture du respect à ses salariés, les salariés étant avant tout des citoyens, ramènent ça chez eux et l'inculquent autour d'eux, dans leur sphère familiale, mais également sociale, leurs amis, leur entourage. Et en ça, elles ont un énorme rôle à jouer. Et puis surtout sur le plan législatif, on a souvent l'impression, l'entreprise, elle donne le là, donc sur le plan culturel, mais également sur le plan institutionnel et législatif. C'est le propre du monde économique. Il n'attend pas que le gouvernement lui donne les outils pour progresser, pour faire mieux. Il progresse, et en ce sens, il donne ainsi l'impulsion à l'État de dérouler sur le plan législatif. Et souvent, c'est ce qu'on oublie. En fait, l'entrepreneur doit d'abord être divergent. Il doit transgresser. Il n'attend pas le feu vert, en fait. C'est terrible de dire ça, mais en quelque sorte, il grille le feu rouge en montrant qu'en fait, c'était la chose à faire et que ce feu rouge, à ce moment-là, ne servait à rien et qu'il fallait libérer la voie. Ouais, non, mais c'est plutôt clair. Et j'aime bien l'image du feu rouge et du feu vert. C'est assez visuel, et on se rend compte à quel point l'entrepreneur a un rôle profond à jouer dans cette transition. Et je me permets, pardon, tu as dit autre chose dans ta question. Tu disais, on fait beaucoup porter sur les épaules des consommatrices et des consommateurs. Et c'est vrai, ça me rappelle Action Up, qui est une association qui a fait grand bruit dans les années 80 pour libérer la parole sur le sida, notamment. C'était une association new-yorkaise. Et à l'époque, les instances qui dirigeaient disaient en fait, on attrape le sida en ayant des pratiques amorales. Et en fait, eux rétablissaient le discours en disant non, c'est en ayant des pratiques à risque. Et arrêtons de dire que le sida est le fruit de comportements amoraux de gens qui ne sont pas responsables. Et c'était aussi une façon de dire, arrêtons de demander aux gens d'être eux-mêmes une réponse. En fait, on veut que la recherche, les scientifiques, les médecins trouvent un remède contre cette maladie. Parce qu'à cette époque-là, on est en pleine aphthophobie, c'est-à-dire qu'on a la peur de toucher les gens parce qu'on croit encore que le sida va s'attraper de cette manière. J'en parle un peu dans mon livre, je fais des parallèles là-dessus. Et c'est comme aujourd'hui, on demande aux gens, consommez moins, faites moins, vivez moins. Et en fait, c'était pareil pour le sida, en fait. C'était terrible. Et c'est Action Up qui a fait un énorme travail de démocratisation du sujet en imposant le discours aux politiques, aux entreprises pour financer de la recherche et dire on veut de la recherche, on veut des médecins, on veut des médicaments. Parce que ça ne peut pas être simplement une réponse comportementale de la part des citoyens. C'est exactement pareil aujourd'hui. On peut pas seulement demander aux gens de faire attention, d'acheter bio. En fait, ça va surtout pas sauver le monde, en fait. Il va falloir revoir toute la manière dont on fabrique toute notre armada industrielle dans le monde entier, la manière dont on globalise, on mondialise. Et c'est là où on apporte une vraie réponse à impact. Donc oui, ce que tu dis, c'est très important. On n'en parle pas assez. On fait beaucoup trop porter sur le dos des consommatrices et des consommateurs. Ouais. J'aime bien lire des interviews des personnes que je vais interroger, parce que parfois il y a des phrases qui vont me marquer, que je vais trouver assez intéressantes. Et il y en a une notamment, dans une interview, tu dis « J'ai profondément besoin de rêver ». Pourquoi ? Parce que rêver, ça m'amène à qui je suis. Mes rêves traduisent littéralement mon identité. Si tu veux connaître quelqu'un, demande-lui quels sont ses rêves. C'est essentiel de rêver. Parce que sans rêve, en fait, tu n'as plus de perspective. Donc non, rêver, c'est qui je suis. Ouais. Non, mais je trouvais ça assez joli, et je me suis même demandé, moi, si j'avais aussi ce besoin de rêve. Et finalement, oui, quand on a envie de faire changer les choses et faire avancer le monde, c'est indispensable d'avoir des rêves, quoi. Ouais. Et tu dis une autre phrase assez forte. Tu dis « Le futur, c'est aujourd'hui, pas demain ». Qu'est-ce que tu entends par là ? J'entends que demain est un concept extrêmement relatif qui dépend fondamentalement d'aujourd'hui, en fait. Si, par exemple, je me fâche très fort avec toi, là, tout de suite, parce que je suis de mauvaise humeur et que je te dis des choses très dures, ou vice-versa, d'ailleurs,
Mettons que moi je le fasse, demain tu risques de passer une mauvaise journée parce que tu vas garder sur le cœur des choses que j'aurais pu te dire ou te dire mais qu'est-ce qui s'est passé, et finalement tu garderas peut-être toute ta vie une tâche de cette rencontre, de ce moment qu'on a partagé. C'est une façon très micro d'expliquer en fait ce qui se passe sur le plan macro. C'est cette espèce de procrastination générale vis-à-vis du monde. On se dit c'est pas grave, oui bon aujourd'hui je suis comme ça, mais bon oui mais demain on fera des trucs géniaux. Non, en fait, c'est aujourd'hui le futur, et c'est la somme de nos agissements d'aujourd'hui qui font demain. Et il y a un grand chercheur américain, je crois dans les années 50, j'ai oublié son nom, qui a fait une étude comme ça. Il a mis des enfants dans une pièce et avec des chamallows. Et il leur dit, en fait, je vais te mettre à une table devant un chamallow. Et si tu le manges tout de suite, tu n'en auras pas d'autre. Mais si tu attends un certain temps, tu pourras en avoir un deuxième après. Et donc, il interroge finalement via cette expérience notre capacité à ne pas assouvir un désir immédiat pour favoriser quelque chose qui sera plus durable dans plus de temps. Et je pense qu'il y a de ça aussi dans notre rapport au présent et au futur. Le présent, c'est simplement la préparation, la mère du futur. Et en fait, si tu ne préserves pas ce que tu as aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir un futur potable. Et c'est là où on doit reprogrammer la pensée, la manière dont on pense de façon générale. Je suis entièrement d'accord. Je me faisais la réflexion récemment sur ça en me disant, j'ai l'impression qu'au niveau politique, on a une vision très court-termiste des choses. On va prendre des décisions simplement pour l'instant présent, pour répondre à un problème qui se présente, mais sans se dire que cette décision aura un impact dans notre futur, quoi. J'ai toujours cette impression-là. Et même, par exemple, dans nos achats, quand on va assouvir un besoin, acheter, je sais pas, ce t-shirt qui nous fait envie depuis hyper longtemps, et en fait, mis bout à bout, ça va avoir un impact sur notre futur, un impact assez désastreux si on se met tous à acheter plein de choses le jour, à un instant T, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant comme vision de se dire que ce qu'on fait aujourd'hui, finalement, oui, c'est pour demain, quoi. Et quand on dit comme ça paraît évident. Finalement, les évidences sont faites pour être rappelées, parce que ce sont les croyances les plus difficiles à ancrer, parce que c'est tellement tout en bas en fait, de ton système de certitude, que c'est des choses auxquelles tu touches plus du tout. Et donc, à replonger tout au fond, dans les profondeurs abyssales de tes certitudes, et dire, mais ça, il faut que je change, en fait. C'est la première couche du sol. Mais c'est très dur. C'est plus facile de toucher, en fait, tout en haut, en surface. Et donc, c'est ce qu'on appelle les évidences, ces choses qui sont tout au fond de notre système de certitude et qu'on a du mal à toucher. Et j'aimerais bien parler maintenant de ton livre, parce que ça fait un peu le lien, puisque le titre de ton livre, c'est « Réparer le futur du numérique à l'écologie ». Donc, il y a le mot « futur » dedans. Alors, cette question, elle est peut-être un peu compliquée, un peu vague quand je dis qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre, mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire pour que les gens puissent aller l'acheter et s'interroger sur son contenu, quoi. C'est un livre qui m'a pris presque 4 ans d'écriture. Alors, à côté de certains, j'ai des amis qui ont fait des livres en 6 mois. Et j'ai un oncle qui est écrivain, historien, qui écrit des livres en 7 ans et qui m'a dit c'est bâclé comme travail. 4 ans, c'est bâclé. Donc, c'est un livre dans lequel j'ai donné ce que j'étais capable de donner. C'est un livre dans lequel on retrouve tout mon cheminement depuis le départ. Avant que j'ai cette conscience du numérique qui est devenue en fait ma vocation. J'ai tout arrêté, j'ai changé de façon de vivre, vraiment dans tous les sens du terme. On y retrouve la genèse de mon projet Digital for the Planet, nos succès, nos désillusions, ma vision de l'écologie. Je fais la critique de l'écologie politique parce que je l'aime, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles réponses à apporter. Il y a un grand esprit qui a dit un jour qu'on ne résout pas des problèmes avec les états d'esprit qui les ont engendrés. Je pense qu'aujourd'hui, il faut clairement changer certains états d'esprit dans l'écologie politique pour adresser quelque chose de beaucoup plus pérenne. Et dans tout ça, j'infuse mes observations, mes actions, mes voyages aussi à travers 3 grands principes. La pollution numérique environnementale, qu'on a beaucoup traité, mais on n'était pas les premiers sur le sujet. Par contre, c'était gardé dans un entre-soi d'experts. Et ça sortait pas. Et nous, Digital for the Planet, on a eu cette occasion très belle d'ouvrir ce sujet, ce grand débat auprès de toutes les citoyennes et tous les citoyens. Et puis, la pollution numérique intellectuelle et sociétale que je théorise dans ce bouquin,
qui sont la manière dont le numérique désincarné, c'est-à-dire quand il n'a d'autre but que lui-même, impacte nos capacités cognitives et notre rapport à l'intelligible, donc la pollution numérique intellectuelle, et comment le numérique désincarné impacte les fondements de notre société, comme le vivre ensemble par exemple, l'égalité des droits, et tous ces droits auxquels aussi on se refuse. Donc par exemple, je théorise le revenu de la donnée. Pour moi, dans 10 ans, en fait, on sera tous rémunérés par rapport à la donnée qu'on donne allègrement, comme ça, sans s'en rendre compte sur Internet. C'est un livre qui se veut rassembleur, qui vient un peu regrouper tout ce qu'on doit comprendre du numérique aujourd'hui, son arrière-cuisine, sur 3 plans, intellectuel, environnemental, sociétal. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont interdépendants. J'ai réalisé très rapidement, au début de Digital for the Planet, que la vision environnementale pure était très réductrice, bien qu'elle est la plus belle, la plus noble, parce que la nature, on est très rousseauiste finalement, la nature est belle et bonne, il faut la sauver. Mais en fait, elle n'est pas du tout suffisante. Si tu n'as pas les gens avec le cerveau qui va avec pour comprendre pourquoi c'est important, en fait là, tu as un énorme problème. Et ensuite, si on n'a pas de but, pourquoi on veut sauver la planète en fait ? C'est quoi en fait, c'est de vivre ensemble, c'est nous. C'est la civilisation. La civilisation, c'est quand on est ensemble et qu'on veille, on est dans le care en fait, des uns et des autres. C'est là que c'est beau et qu'on touche à la beauté. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer, parce que j'essaie surtout pas d'apporter des réponses. Voilà ce que tu retrouves dans mon bouquin. Okay. Ça donne envie en tout cas. Écoute, j'espère. Et alors évidemment, on va retrouver peut-être beaucoup de réponses aux questions que je vais te poser aujourd'hui dans le livre, mais d'où vient ton engagement écologique ? Comment elle est née cette prise de conscience ? D'abord, elle a toujours fait partie de moi. C'est un peu comme le féminisme, tu vois, le fait de ne pas me sentir inférieure parce que je suis une femme. Je l'ai toujours eu en moi, mais je mettais pas de mots avant là-dessus parce que c'était très naturel. Moi, je viens d'une culture où rien ne se jette, en fait, tout se transforme. Voilà, j'ai grandi avec un énorme respect de la nature. Je me rappelle, mon péché mignon quand j'étais petite, c'était les cerises. On avait un cerisier énorme dans le jardin et je me gavais, c'était honteux. Et j'ai des photos chez ma mère avec la bouche comme un clown, toute rouge, pleine de cerises et j'en prenais dans la bouche. Et un jour, en fait, maman me dit mais laisse-en en fait pour les autres. Et je lui ai dit c'est pas grave, quand il n'y en aura plus, on en reprendra. Et en fait, il se trouve qu'un cerisier met 9 mois, pour la petite histoire, à faire pousser des cerises. Et ma maman me dit, mais tu sais que cet arbre a mis 9 mois, comme on fait un bébé, pour produire toutes ces petites cerises. Et que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour cet arbre. Et toi, tu manges tout ce qu'elle a fait. Et à ce moment-là, j'étais petite, mais ça m'a marquée. Et je me suis dit, mais c'est terrible. Mais oui, en fait, il faut que j'en laisse aux autres. Elle dit, alors, elle le fait pour qu'on puisse les manger. Cet arbre est nourricier. Il fait des cerises pour qu'on puisse se nourrir, nous. Mais il faut qu'on puisse nourrir le plus grand nombre avec ce qu'elle fait. Et donc, du coup, après, j'allais toujours avec ma grosse bassine de cerises proposer, même aux voisins. Des cerises. Et des cerises. Donc, c'est né avec le temps des cerises. Okay. Sans mauvais jeu de mots. Et puis ensuite, l'écologie numérique, c'est venu parce que j'ai fait ma carrière dans le numérique. Et j'ai toujours été un peu fascinée par ça. J'en parle un peu dans mon livre. Après plusieurs missions dans le numérique, où on dit dans la quête de l'innovation la plus extraordinaire, la plus fascinante, que je commençais à me demander pourquoi en fait ces technologies, on n'arrive pas à les adresser, on arrive à faire des superbes applications qui te permettent de ne pas renverser ton smoothie quand tu fais du yoga, mais on n'a pas d'applications qui te permettent de mieux comprendre pourquoi les gens meurent de famine encore et pourquoi en fait, où est-ce qu'elle est cette richesse qui leur manque et comment on fait pour la récupérer. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je suis à côté de la vie. Je suis à côté de ce qui est essentiel. Et donc, tu as eu besoin de t'engager ? J'ai eu besoin de m'engager et littéralement, en fait, ça a consisté à quitter mon appart, vendre mon appart, dormir sur ce canapé de mes copines pendant presque 2 ans, investir tout ce que j'avais pour ce en quoi je croyais parce qu'il n'y avait pas de réponse. Et c'est en ça que je me suis engagée. Si tu m'avais dit activiste, je t'aurais dit non. Parce que je connais des gens bien plus activistes que moi. Enfin, je continue il m'arrive d'avoir des bouteilles d'eau chez moi parce que c'est plus pratique quand t'as un bébé. Et c'est pas une excuse pour certaines personnes, ça l'est pour moi. Je continue de prendre l'avion parfois, même si je limite au maximum et que j'adore le train. Donc c'est aussi une bonne nouvelle pour moi. Mais je suis pas activiste. À côté de Greta Thunberg, je fais pas le figure. mais engagée, je pense que oui. Ouais. Et sur la pollution numérique, après je vais détailler aussi pourquoi je t'ai invité dans ce podcast qui parle de mode responsable et tout, et à quel point j'ai pris conscience que le numérique était quand même une part intégrante de ces entreprises-là. Mais est-ce que tu peux nous rappeler dans les grandes lignes
De quoi on parle quand on parle de pollution numérique ? Alors, au sens, comme il est entendu aujourd'hui, on parle de pollution numérique environnementale. On peut diviser en 3 parties. D'abord, la fabrication des appareils électroniques, ensuite les usages au quotidien, et ensuite la gestion du recyclage des appareils électroniques. Il faut savoir que 70% de la pollution numérique environnementale est générée par la fabrication des appareils, qui requiert des terres rares qu'on exploite et qu'on extrait dans les sols de pays très pauvres, comme la Bolivie, comme la République démocratique du Congo, comme la Mongolie intérieure, dans la région du Dalahai, dans autant d'endroits où je suis allée, où je me suis rendue, pour agir avec des associations locales, par exemple. C'est aussi un appareil fait plusieurs fois le tour du monde, en fait, avant d'arriver entre le moment où il est fabriqué et le moment où il arrive dans la poche de l'utilisateur final. Et tout ça est parfaitement polluant et énergivore. Et là, j'essaye de faire très court. Ensuite, il y a les usages au quotidien. Chaque requête, donc un mail envoyé, une requête Google, un like sur une photo, un selfie posté, tout ça demande à peu près en moyenne 15 000 km de voyage dans des fibres qui sont ensouillées, donc c'est-à-dire enterrées sous le sol des océans, et qui va partir vers les centres de stockage de données, les serveurs les plus proches, et revenir à la vitesse qu'il en faut pour dire ce mot, pour pas dire la vitesse de la lumière, parce que c'est pas tout à fait exact, revenir te donner la réponse. C'est comme ça qu'on a des tonnes de résultats quand on fait une requête Google en 0,33 secondes. Tout ça demande donc de l'énergie pour être déployé, et l'énergie, eh bien, c'est l'énergie fossile qui vient du pétrole, du charbon, par exemple. Ça, c'est la deuxième source de pollution numérique environnementale. Et puis après, le mauvais recyclage. Le recyclage, c'est les pays du Nord, en fait, si on peut le dire comme ça, on ne sait même plus comment on doit nous appeler, envoie, en fait, en 2020, on a envoyé 50 millions de tonnes de D3E, donc de déchets d'équipements électriques et électroniques, par exemple au Ghana, où on s'est rendu également, dans une décharge à ciel ouvert, une des plus grandes du monde, qui est située à côté d'Accra, la capitale. Et là-bas, on a des enfants, notamment, qui cassent avec des barres de fer les appareils électroniques pour ensuite les brûler avec du waste spirit, ce qui est méga dangereux pour eux, mais également pour l'atmosphère. Ils font ça sans gants, sans masque. Tout ça est parfaitement artisanal, je dirais, pour récupérer de l'or, du cuivre, de l'argent qu'on trouve dans nos appareils électroniques et qui sont revendus à des négociants indiens qui sont sur place et qui vont les remettre en fait dans des circuits du bijou pas cher qu'on retrouve dans certaines boutiques à Paris ou dans d'autres grandes villes du monde. Voilà un peu pour le circuit officiel. Et cette pollution, eh bien, en fait, on pourrait la réduire. On est simplement, donc dans mon livre, je questionne justement après avoir parlé de ça, qu'est-ce qu'un déchet ? Est-ce qu'un déchet, c'est un objet qui n'a plus d'utilité ou un objet qui n'a plus de valeur ? Et est-ce qu'un objet qui n'a plus d'utilité a forcément plus de valeur ? Ah, mais j'ai vu beaucoup de parallèles, parce que j'écoutais, tu avais fait une interview pour France Musique où tu parlais justement de ces décharges au Ghana. J'avais vu tellement de parallèles aussi avec l'industrie textile, quand tu dis que les matériaux font plusieurs fois le tour de la planète avant d'arriver dans la poche de l'utilisateur, mais c'est exactement pareil pour les jeans ils peuvent faire 3 fois le tour de la planète avant qu'on les porte. Enfin voilà, il y a énormément de choses, énormément de parallèles. Je me suis dit, c'est dingue à quel point les deux industries peuvent se rapprocher dans les dérives, quoi. Oui, le numérique n'a rien inventé. En fait, ce que je dis souvent, c'est que c'est l'industrie du 21e siècle. Les data centers sont les nouvelles usines, en fait. Complètement. Enfin, là, tu fais le parallèle avec la mode qui est très juste. Dans mon livre, je parle aussi du parallèle avec l'industrie semencière, notamment dans la pollution numérique sociétale. En fait, on a 4 grands semenciers, comme les 4 GAFA, qui ont cassé la biodiversité en offrant que une demi-douzaine de graines. Le blé, l'orge, on a les grands classiques, alors qu'en fait, on en a plusieurs milliers de disponibles, mais qui ne sont pas produites. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça coûte beaucoup moins cher d'offrir que 6 graines à toute l'humanité que 6000 graines à toute l'humanité en termes de coût de fabrique. Enfin, il faut être pragmatique à un moment donné. C'est beaucoup plus intéressant et moins coûteux. Donc, dans ce sens, on casse la biodiversité et on fait pareil en ayant tous les mêmes appareils. Mais c'est passionnant de voir, en fait, comme le numérique n'a rien inventé et que tous ces vices cachés, en fait, sont déjà des vices d'autres industries. Ouais, qu'on retrouve dans plusieurs industries. Et en préparant cette interview, il y a une question que je me suis posée. Je me suis dit, pourquoi c'est si difficile de concevoir la pollution numérique, mais dans l'usage, parce que donc tu as parlé de l'extraction des minéraux on en parle de plus en plus, peut-être que ça on a plus de facilité à se le représenter dans notre imaginaire en tout cas. Pareil quand on envoie nos déchets à l'autre bout de la planète, disons qu'on peut avoir l'image. Par contre dans l'usage, quand on digitalise tous nos documents, quand on envoie des mails, quand on like une photo sur Instagram,
on ne visualise pas cette pollution. Pourquoi c'est si difficile de la concevoir ? C'est d'abord parce que le cerveau humain n'est pas câblé pour ressentir des dangers que nos sens ne peuvent pas percevoir. Enfin, si tu ne le sens pas, au niveau de l'odeur, si tu ne l'entends pas et que tu ne le vois pas, le cerveau, en fait, ne déclare aucun danger. Il dit, mais tout va bien. Il y a ce fabuleux livre de Yuval Harari, Homo sapiens, où il en parle. Il dit à quel point, en fait, on est aveugle en tant qu'être humain. On n'a pas le 10e de l'écoute d'une chauve-souris. On n'a pas du tout la vue bionique des chats la nuit, l'odorat du chien. Ça rappelle à l'importance de l'humilité de l'humain, où, en fait, on est complètement limité dans nos capacités par rapport à d'autres créatures du monde. Et en ce sens, les pollutions invisibles en font partie. Elles ne sont pas saisies. Elles ne sont pas captées ni prises en considération par notre système, notre raisonnement. Mais par contre, elles n'en sont pas moins dangereuses. Et c'est là toute l'importance d'en parler, de rabâcher, de le répéter, parce que c'est très vite oublié en raison du fait que ça ne se voit pas. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et quand tu décides de créer Digital for the Planet, donc on est en 2017, c'est ça si je me trompe pas dans les dates. À cette époque, on va dire que l'impact du numérique, on en parlait quand même très peu, en tout cas en France. Même sur la transition écologique, on n'avait pas forcément saisi tout le travail qu'on devait faire. Comment a été perçue ta démarche quand tu as créé Digital for the Planet en 2017 ? Autour de toi? Je me rappelle, alors autour de moi, professionnellement, j'avais des collègues dans le milieu du numérique avec qui je travaillais sur tout ce qu'elle a de beau et de très marketing à offrir, qui me disaient, tu fais un suicide professionnel. C'est un non-sujet. Et personne va t'écouter. Enfin, on s'en fiche, l'écologie, c'est un milieu d'ici. Enfin, vraiment, tu te mets dans une niche. Et c'est vrai, ça m'a pas du tout démotivée. Si j'avais dû m'arrêter à chaque fois qu'on m'a dit tu vas te planter, j'aurais, je pense, rien fait dans ma vie. Mais il y a eu un article dans le Figaro, j'ai eu un tout petit espace dans le magazine Figaro où le journaliste, a priori, avait fait ses devoirs comme un bon journaliste. Et il avait dit, la jeune femme à qui l'on disait qu'elle était folle de se lancer dans un tel projet est aujourd'hui à l'ONU et l'OTAN pour nous parler et qui travaille sur ses objectifs environnementaux du numérique, etc. Donc, et ça m'avait fait drôle, ça m'avait fait sourire de le lire parce que je m'étais rappelé en effet que je me disais, mais t'es complètement, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis, vu que j'avais changé dans le même temps tout mon style de vie, les gens pensaient vraiment que j'avais plus la lumière à tous les étages, quoi. Ouais. Donc, c'est très intéressant de se rappeler que quand on lance quelque chose de nouveau, d'abord, on est moqué, ensuite, on est critiqué, ensuite, on est respecté. Donc, c'est très important, cette question que tu poses, parce qu'elle me permet de rappeler que, moi, j'aurais pu arrêter 1000 fois ce que je fais chez Digital for the Planet, 1000 fois, pas moins, juste à cause de l'hostilité liée à l'environnement de travail. Tellement tu peux prendre des coups. Je pensais que m'investir dans l'environnement et faire en sorte de changer les choses, il s'agissait simplement de faire le bien. Et j'ai aussi réalisé en cours de route qu'il s'agissait aussi parfois de défaire le mal. Il y a aussi des gens qui mettent à dessein des barrières contre le progrès de l'écologie. Et il faut surtout pas baisser les bras quand on a envie de s'engager. Il faut savoir écouter tout le monde parce qu'on peut vite devenir réactionnaire et penser qu'on sait tout mieux que tout le monde. C'est un énorme piège aussi quand on est un défenseur de l'environnement. Je te vois sourire, Chloé. Je pense que tu en sais quelque chose. Mais par contre, il faut aussi être déterminé et surtout pas se laisser... faut surtout pas douter parce que des personnes, même si elles sont nombreuses, te diront que ce que tu fais n'a pas de sens. Oui, c'est un difficile équilibre, complètement. je trouve. C'est très difficile. Ouais. Et j'aimerais bien maintenant qu'on arrive un peu au sujet de l'industrie textile. Déjà, est-ce que tu travailles avec des entreprises de l'industrie textile sur ces questions de pollution numérique et comment tu travailles avec elles? Sur le plan de la mode, évidemment, on les accompagne. On accompagne 2 grands groupes français. Voilà. Entre autres, mais on accompagne aussi des gros sites e-commerce, notamment dans le domaine du luxe, en Europe et aussi aux États-Unis. Là, je suis en pleine mission justement avec un gros acteur luxe européen. La manière dont on le fait, c'est de revoir toute la manière dont ils communiquent en ligne. Donc, c'est vraiment sur les usages, ce qui les intéresse souvent en priorité. Donc là, on va les accompagner sur des dynamiques communicationnelles, si je peux le dire comme ça, plutôt responsables.
et on va mesurer. En fait, on va partir de là où ils sont, leur impact carbone, et voir comment on peut le diminuer. Parce que je dis souvent, on ne fera pas de miracle. Dans un monde où on a besoin de vidéos en 8K, parce qu'il faut qu'elles soient très très belles, parce que c'est le créateur en chef, en personne qui l'a demandé. Tu vois, enfin, je veux dire, quand on est de loin, on dit c'est très facile. Quand on arrive après dans les rouages et en regardant tous les pouvoirs qui s'expriment, c'est plus difficile. Donc ça peut s'exprimer sur le nombre de vidéos qu'on va diminuer, ça peut être aussi sur la qualité en elle-même. Mais après, nous, on va aussi s'adresser ce qui a complètement à la marge du côté très créatif de la mode dans ces entreprises. Eh bien, c'est leur flotte d'appareils électroniques, la manière dont ils les recyclent, les remettent en usage, travailler avec les bonnes associations qui aident, par exemple, des personnes, des femmes et des hommes françaises, mais pas que, aussi à l'étranger, qui n'ont pas d'équipement informatique, qui souhaiteraient aussi s'émanciper professionnellement, monter leur business. Et c'est ce qu'on appelle l'électronisme. L'électronisme, cet illettrisme électronique dont on parle peu, mais qui est adressé dans mon livre notamment comme un fléau de pollution numérique intellectuelle, qui crée des clivages énormes. Parce que l'électronisme, ça n'est pas que ne pas se servir d'un ordinateur, c'est aussi ne pas en avoir les moyens. Et en France, plus d'une dizaine de milliers de personnes est concernée. Okay. Donc voilà, c'est comment on va les accompagner à travailler de façon plus circulaire avec les autres écosystèmes. Et finalement, c'est leur apporter ce regard très écosystémique qui manque à l'écologie globale. C'est comment une entreprise, notamment dans la mode, peut retravailler comme un écosystème avec d'autres réalités qui existent tout autour d'elle. Comme j'en parlais, ces associations qui s'occupent de personnes électronées, ces personnes qui vont reconditionner des appareils et qui vont permettre de mieux les recycler, ne pas finir dans des bennes et dans des décharges à l'autre bout de l'Afrique. Et c'est rappeler en fait à ces entreprises qu'elles peuvent jouer un rôle comme un maillon. Et pas comme une espèce de tour de contrôle de haut et qui va donner un peu sa gentillesse et sa bienveillance parce qu'elle a décidé de faire une action comme importante. Finalement, on essaie vraiment de travailler dans le fond, d'abord en formant tout le monde. Tout le monde doit savoir de quoi on parle. Et en fait, on a des idées qui arrivent d'en bas et qui arrivent de partout, de la part de tout le monde, et des idées auxquelles nous, on n'a pas pensé. Et c'est là où c'est merveilleux. On se dit, notre travail s'arrête ici. On a réussi notre travail quand on n'est plus indispensable. Souvent, les ONG sont tentées par le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que notre raison d'être, c'est de trouver des réponses et d'avoir des problèmes à régler. Quand tu as réglé un problème, tu te dis, mais en fait, quel est mon rôle ? Et donc, ton intérêt, c'est qu'il y ait toujours finalement un problème. Alors oui, je ne dis pas qu'on a tout réglé, mais je dis que parfois, on a des entreprises où il y a des êtres humains fabuleux et on n'a plus besoin d'être là et c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, dans les entreprises de la mode, c'est pareil. On essaie de changer fondamentalement leur façon de voir les choses sous le prisme du numérique et les multiples manières d'adresser ce sujet. Et c'est marrant que tu parles d'écosystème parce que c'est une de mes invitées, Marie Nguyen de We Dress Fair, qui m'avait fait réaliser ça. J'en avais pas forcément conscience, mais au moment où on échangeait, finalement, ça m'a un peu percuté et qui m'avait fait réaliser qu'en fait, quand on parle d'entreprise responsable, c'est un tout. Même quand moi, je parle d'une entreprise de mode responsable, en fait, c'est aussi son fournisseur d'électricité, c'est aussi sa pollution numérique. En fait, c'est un tout. Et d'un autre côté, quand on réalise ça, quand on réalise ce tout, je trouve que c'est assez angoissant parce qu'on se dit que le travail, il est colossal en fait. Avant de parler d'éco-responsabilité, il y a tellement de choses à revoir. Parce que c'est plus simple de se limiter aux produits finis. Là, je parle des vêtements parce que c'est mon sujet, mais c'est plus simple de se dire, si je traite le vêtement, c'est bon. Mais en fait, il y a tellement de choses autour. Je sais pas si toi tu ressens un peu cette angoisse-là, on appelle ça l'éco-anxiété, mais quand on réalise qu'en fait tu parlais d'écosystème, c'est ça, c'est un tout et tout est lié et on peut pas seulement travailler sur un seul aspect d'une entreprise responsable. Il faut penser à ce qu'elle est et comment elle s'inscrit dans l'économie, dans la société, et parfois c'est assez angoissant quoi. On se dit que le travail est colossal. Quand on écoute les personnes qui sont beaucoup dans l'alerte et dans l'urgence, urgence climatique d'abord, c'est pareil, c'est cette espèce de... C'est hyper anxiogène, urgence climatique. Oui, on sait qu'on est en retard, mais ça va servir à rien en fait. C'est dépêchez-vous. Tu sais, t'as cette impression que il faut courir quelque part, mais où en fait ? Et du coup, tout le monde est perdu. Et t'as l'impression que tu vas te faire taper dessus si t'arrives en retard en fait à la ligne d'arrivée. Donc c'est l'éco-anxiété, comme tu en parles. Il faut rappeler déjà qu'il n'y a pas de progrès immédiat. Je suis davantage pour le progrès durable. Le drastique est l'opposé du durable. Je crois beaucoup, personne n'est parfait. Il faut juste le rappeler. C'est une phrase très bête, mais très vraie.
Encore une fois, c'est une évidence. C'est ce que j'allais dire. Et les évidences sont faites pour être rappelées. Et là, c'est pas mal important quand même. Moi-même, je suis censée être une espèce de référence sur le sujet. Je ne suis pas parfaite. Et tant mieux, en fait, parce que ça veut dire que je continue de me remettre en question. Je serais profondément chiante et un peu insupportable si j'étais parfaite et que j'avais tout compris. Je crois fondamentalement à la puissance des petites victoires, d'avancer progressivement, mais surtout en mesurant. Il n'y a pas de progrès sans mesure. Il n'y a pas de progrès sans altruisme, et il n'y en a pas non plus sans mesure. Et ce sont ces deux valeurs-là à considérer. C'est qu'est-ce que je peux faire pour l'autre constamment. Donc l'autre, le consommateur final, d'avoir un produit qui respecte le vivant et qui en dit long sur qui il est. Un vêtement, c'est d'abord ça. C'est d'abord la marque d'une identité, un peu comme les rêves, finalement. Mais c'est aussi, de l'autre côté, en fait, la personne qui l'a cousu, la personne qui l'a confectionné, qui l'a teint. Est-ce qu'elle est bien traitée? Est-ce que ses enfants peuvent aller à l'école? Est-ce que ses enfants ne travaillent pas avec elle? Toutes ces réalités en 2021 qui sont super angoissantes. Enfin, moi, ce qui m'angoisse surtout, c'est ça. Après, avec altruisme, se poser constamment la question de l'autre. On ne vit jamais que pour les autres. Ça, c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement. Et avec mesure. OK, on va faire ça. On va s'en tenir à ça pour le moment. Comment on le mesure? Et dans combien de temps on se dit qu'on est bon ou on doit encore continuer? Et une fois que c'est fait ou bien enclenché, que le truc a sa vitesse de croisière, à quoi on s'attelle? Je pense, je combats aussi ça, cette forme de pression sociale qu'on met sur toi. Enfin, je refuse que les gens projettent des exigences, en fait. Genre, ah, mais tu fais pas comme ça, toi? Je reproche parfois à l'écologie de tomber dans une espèce de dogmatisme religieux. Tu sais, c'est un peu comme on parlait des religions en début de conversation. T'as beaucoup ça quand tu dis que t'es croyant, mais tu pries. Tu sais, souvent chez les musulmans, par exemple. Mais t'es musulmane, mais est-ce que tu pries? Mais un, ça te concerne pas, c'est très personnel. Et deux, en fait, pourquoi tu ramènes ma spiritualité au dogme? C'est un choix qui appartient à chacun. Et c'est pareil, en fait, pour l'écologie. Tu as le droit d'avoir une conscience. Tu as le droit d'être perdu, de ne pas savoir comment faire, de t'informer, de prendre ton temps pour processer. On nous a juste éduqués à penser complètement différemment. Et puis, tu as le droit aussi moi, je suis attachée plus que tout à la liberté fondamentale de chacun. L'écologie, j'en suis une des premières défenseuses. Mais par contre, l'écologie, elle doit avoir un but. Elle ne peut pas se suffire à elle-même. Et le but, c'est qu'on vive bien tous ensemble. Donc, dans l'absolu, une écologie qui contraindrait les gens à ne plus être eux-mêmes, j'appellerais plus ça de l'écologie. Et ça permet de relativiser, d'avoir ce genre de discours. Parce que c'est vrai que parfois, on a l'impression que la tâche est tellement colossale et qu'il y a tellement de choses à faire. Et puis moi, je me mets à la place parce qu'on va y venir, ça fait partie de mes questions, mais d'une jeune entreprise de mode responsable qui déjà essaie de faire plein de choses à son niveau sur le produit qui a été bien fait, les gens qui l'ont fabriqué n'ont pas été exploités, on ment pas au consommateur final, il y a une traçabilité, une transparence. Et puis d'un autre côté, c'est une entreprise qui vit sur les réseaux sociaux, qui est digitale et donc qui pollue. On l'a dit, on l'a vu, l'usage du numérique pollue. Donc parfois, c'est un peu dur, tu vois, de prendre ça en pleine figure et de se dire, j'ai beau faire quelque chose au point A, le point B, limite, ça annule tout ce que je suis en train de faire. Enfin, tu vois. En fait, évidemment, moi, j'ai l'habitude de dire que je vis en parfaite dissonance cognitive. C'est-à-dire que je vais sur les réseaux pour expliquer que ça pollue. Il faut le dire simplement, avec des mots très clairs. Mon travail, c'est ça. Mais c'est ce que j'explique. Encore une fois, pardon, mais parce que j'ai tout mis dedans, mais dans mon bouquin, je parle justement de... Pour autant, faut-il arrêter tous les réseaux sociaux? Et je parle de cette jeune Ghanéenne qui a alerté sur la pollution à Conakry et qui a fait des photos d'elle, donc des selfies partout devant les décharges. Il y en a à Tire-Larigot dans sa ville, des décharges publiques et sauvages, où c'est une parfaite insalubrité qu'on peut observer à Conakry partout. À l'époque, c'était en 2015, je crois. Et elle dit, je fais partie du problème, mais je fais aussi partie de la solution. Et à force de placarder ces slogans partout sur les réseaux sociaux, elle a alerté l'opinion publique, l'opinion internationale et le gouvernement ghanéen qui aujourd'hui a pris des mesures. Donc finalement, tu vois, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que le digital reste un outil merveilleux.
Il consomme au même titre qu'une voiture qui permet à une mère seule au foyer qui a 4 enfants de les amener à l'école tous les matins pour qu'ils puissent s'instruire. En fait, ce que je veux savoir, c'est à quel point la pollution engendrée est nécessaire ou pas. En attendant qu'on trouve des moyens plus responsables sur la façon dont on fait des voitures et la façon dont on produit Internet. Donc, on le disait tout à l'heure, on ne peut pas tout faire porter aux citoyens, à des jeunes marques. C'est important qu'on marque notre volonté de le faire et qu'on incarne le changement qu'on veut voir opérer. Vous le faites en étant au maximum une marque responsable. Moi, je le fais en étant au maximum alignée avec ce que je prône au quotidien. Mais en fait, derrière, il faut qu'il y ait un alignement législatif, un alignement économique. Et c'est pour ça que chez Digital for the Planet, par exemple, on travaille sur ces 3 pans. C'est le pan citoyen, le pan entreprise et le pan législatif où on va littéralement construire des lois. Donc, il faut qu'il y ait un alignement entre le monde économique, le monde législatif et l'éducation chez les citoyens. Sans ça, en fait, sinon, oui, tu as toujours l'impression que en fait, tu es toujours freiné parce que tu as ces constantes systémiques. Donc, le fait que Internet, ça pollue, une voiture, ça pollue, mais à un moment donné, tu es obligé d'avancer. Et tu le fais avec les moyens du bord jusqu'à ce que tout soit nickel. Mais tant que c'est pas nickel, tu ne peux pas te taire. Les réseaux sociaux nous donnent une voix. Moi, sans les réseaux sociaux, personne m'aurait laissé ma voix parce que je connaissais personne, parce que j'avais pas de réseau, parce que mes parents viennent pas de ce monde. C'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu exister et faire avancer les choses. Et je leur dois. C'est pour ça que je parle de dissonance cognitive et je suis complètement schizophrène en fait. Mais je crois qu'on l'est toutes et tous au niveau de l'écologie. Hein. Ouais. Et c'est normal parce qu'on est à la croisée des chemins. On est on l'appelle littéralement une transition. On est en transition écologique et qu'il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont toujours pas. Ouais. Ouais, parce que, je sais pas. Après là, on est très dans le pratico-pratique, mais une marque qui vit sur les réseaux sociaux et qui n'a qu'un site internet. Comment tu fais pour réduire ton impact numérique dans ces cas-là, parce que tu existes que sur le numérique, quoi. Est-ce que c'est possible de réduire son impact dans ces cas-là ? Il y a des façons de le réduire, oui, en éco-concevant son site internet, en faisant en sorte qu'il soit le moins lourd possible dans la mesure de ce que tu as besoin de montrer, tout en n'enlevant rien à ta marque. Au maximum, tu peux déjà faire des progrès. Hein. On le voit à 90% des cas. Il y a aussi aujourd'hui des serveurs qui sont plus verts. Alors, ils se valent pas tous. Il y a à boire et à manger. Mais c'est une filière qui se développe de plus en plus. Donc, on a des centres de stockage de données qui sont alimentés par de l'énergie verte. Pareil pour des messageries et des boîtes mail. On a cette industrie qui commence à pousser, même si ça répond pas à toute la question. La question, en fait, on n'aura pas les moyens d'y répondre, nous, citoyens, ça sera au-dessus. Il y a une citation que j'aime beaucoup, une citation qui vient d'Iran, qui dit « Si l'évolution ne vient pas d'en haut, la révolution viendra par le bas ». C'est ce qu'on est un peu en train de faire. On révolutionne nos usages, notre façon de penser, notre façon de parler. Dans les messages, on révolutionne les messages qu'on diffuse. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que ça bouge en haut. C'est uniquement pour ça. Parce que nous, on a pris la parole et on leur a dit, voilà ce qui nous importe à nous. Mais tant qu'on n'a pas eu gain de cause sur tout, il va falloir vivre avec cette espèce de schizophrénie et cette dissonance cognitive permanente. Ouais. Et c'est marrant parce que juste avant de venir ici pour enregistrer l'épisode, j'étais en train de réécrire une interview d'une conférence, c'était une conférence en ligne sur les nouvelles technologies et l'égalité femmes-hommes. Comment les nouvelles technologies contribuent à l'égalité ou au contraire augmentent les inégalités entre les femmes et les hommes. Et j'ai pris conscience aussi là, je me disais... Finalement, le numérique, ça peut aussi être positif parce que ça favorise l'égalité, l'accès à l'information pour les femmes. Ça leur permet de suivre des formations, d'être peut-être plus indépendantes. Enfin, les personnes évoquaient tout ça pendant cette table ronde. Du coup, où se situe la limite entre les dérives du numérique et son impact écologique et d'un autre côté, cet aspect positif qui va permettre, je parle des femmes, mais parce que là, c'était le thème de la table ronde, qui va permettre à des femmes de s'informer, de s'éduquer, d'accéder à l'indépendance.
usent de l'énergie fossile pour utiliser la technologie numérique, mais au bénéfice de femmes ou pas que, d'êtres humains, parce que tout le monde a le droit de s'éduquer. En fait, c'est une bonne dépense carbone, en fait, j'ai envie de dire. Et à un moment donné, on va pas juste arrêter de produire. Enfin, on a marketé le zéro carbone, mais qui est complètement, c'est une hérésie. Enfin, faut arrêter de dire ce truc. Enfin, les gens, quand j'entends ça parfois dans les bouches des plus hauts instants, zéro carbone. Mais vous êtes au courant, en fait, que ce sera jamais possible. Enfin, quand vous dites, on s'est engagé, on a signé. La neutralité carbone, c'est devenu un peu un argument. Mais oui, mais en fait, arrêtez de dire ça parce que c'est ridicule. Ça veut rien, ça n'existe pas. Et en fait, on respire, on émet du carbone. C'est ridicule. Donc, il faut cesser de dire ces choses-là. Il y a plein de gens qui prônent le retour à la simplicité. C'est-à-dire, on arrête tout, la décroissance, en fait. Faut arrêter tout, c'est n'importe quoi, on n'a pas besoin de tout ça, etc. Je suis pas certaine. Moi, je prône plutôt un retour à l'essentiel. Nous sommes des émetteurs de carbone. Pour le moment, on ne sait pas faire autrement. Pourquoi on va en dépenser, en fait? C'est quoi l'essentiel? C'est réduire les écarts financiers, sociaux, de genre. Et plutôt que de dire on va tout réduire au minimum, et en fait, ça n'a pas de sens. Enfin, en fait, non, parce qu'il n'y a aucune direction. Mais venez, on prend une direction de l'essentiel et un truc qui s'adresse au plus d'êtres humains possible. Et c'est plus ça que moi, je vois. En tout cas, ma vision, c'est plus celle-là. Après, rappelons que, et moi j'aurais de cesse de le rappeler, le numérique est un outil merveilleux. C'est juste qu'aujourd'hui, il pollue, il peut apporter les mauvaises réponses intellectuellement et sociétalement, et à ça, il faut apporter des réponses. C'est tout. À partir du moment où on sert des objectifs nobles qui vont dans le sens commun, comme la réduction des écarts dans l'égalité femmes-hommes, c'est merveilleux, et l'outil est utilisé à très bon escient. C'est Bernard Stiegler qui parlait de pharmacon en parlant du numérique. Il disait que le numérique est un fabuleux pharmacon. Pharmacon qui est un mot grec ancien qui désigne à la fois remède, poison et bouc émissaire. Le numérique est merveilleux quand il est bien employé. Il devient nocif quand il ne répond plus à des enjeux vitaux, à des enjeux essentiels. C'est là où, en fait, il faut comprendre. Moi, j'ai aucun problème qu'une jeune Ghanéenne fasse des selfies pour dénoncer l'insalubrité de sa ville où il y a des enfants et des gens dans une extrême pauvreté qui y sont toute la journée. J'ai aucun problème à ce qu'on utilise des logiciels toute la journée pour lutter contre la dyscalculie, la dyslexie des enfants ou encore l'éducation des femmes sur le numérique ou sur la compta ou sur l'anglais, en fait. Trop bien. Mais ce qui, moi, me dérange, et je ramène ça à la nourriture, j'explique qu'on est des diabétiques numériques. On consomme du mauvais numérique. Et en fait, je ne sais pas si un enfant qui consomme 8 heures de Candy Crush par semaine donnera le même enfant qu'un autre qui consommera 8 heures de cours de coding et qui apprendra l'arrière-cuisine, qui apprendra le côté mathématique. Mais celui qui a passé 8 heures sur Candy Crush, j'ai rien contre Candy Crush, c'est très bien, ça fait vivre des gens, ça emploie des gens, c'est très bien. Mais bon. Non, mais on voit l'image, quoi. Voilà, c'est pour prendre les deux extrêmes, ouais, bien sûr. Donc, numérique de mauvaise qualité versus bonne qualité, c'est comme la viande, le sucre et toutes ces choses-là. Mon point, il est là. Et c'est là où on fait la différence. C'est est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? On arrive à la dernière question, un rituel de ce podcast. Est-ce que tu as des modèles dans la vie? J'en ai plein. Mais le problème, c'est que j'ai pas vraiment de modèles très connus, tu sais, des stars, ou j'en ai même jamais eu. Parce qu'avant, il y en avait pas. J'avais pas de rôle modèle auquel m'identifier. Il y avait pas de femmes arabes ou métisses. Moi, j'ai été beaucoup. L'héritage musulman chez moi était très fort. La culture arabe. Je suis pas marocaine, mais quand je vais au Maroc, moi, je suis chez moi en fait. L'odeur du cuir, des épices, c'est chez moi et c'est marrant en fait de voir. La culture arabe. J'ai l'humour arabe. Parfois, j'ai même un accent qui ressort. Je pense que ça vient de mes aïeuls. C'est très drôle. Donc j'ai eu très peu finalement de repères, moi, de femmes qui ressemblaient à celles que je suis aujourd'hui. Par contre, ma mère a été un modèle incroyable. Je sais que c'est cliché comme réponse, mais les mères sont quand même... Ça prouve simplement que les mères sont fabuleuses. Et c'est peut-être prétentieux, j'en suis désolée, mais j'ai des amis qui sont de réels modèles pour moi. Quand j'ai pris ma vie en main, jeune adulte, un de mes grands principes, c'était d'avoir des gens de bonne composition, des belles personnes, littéralement, autour de moi. Et en fait, ça fait peut-être partie de mes plus beaux accomplissements. C'est que j'ai des gens autour de moi qui sont des exemples de folie, quoi, des sources d'inspiration. Et je peux voir toutes mes grandes avancées personnelles. Elles sont teintées de personnalités et de gens que j'ai rencontrés qui ont mon âge, qui sont parfois plus jeunes, qui sont parfois à peine plus âgés.
Donc en fait, je m'inspire beaucoup des gens qui sont dans ma vie. Voilà. Okay. Mais non, mais ce sont des beaux modèles et c'est pas du tout cliché ou non, moi j'aime beaucoup quand il y a ces réponses, c'est très personnel, quoi. Donc j'aime beaucoup. Bah écoute, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi d'avoir écouté toutes mes réponses. Avec plaisir. Merci à Inès d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.